matériaux ont été mis en place pour offrir aux Sénégalais des images et sons. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur la DTV, les titres de ce journal. Baccalauréat 2018, l'Office du bac blinde le processus, les épreuves sécurisées, les téléphones portables interdits dans les centres d'examen, entre autres. Une batterie de mesures annoncée par Sosengaï pour ne pas reproduire l'épisode des fraudes de l'année dernière. Satisfaction des points revendicatifs à instance financière de 2014. Andegesum dément le ministre de la Santé. Balodje Thiam et ses camarades comptent poursuivre leur grève totale de 72 heures et menacent de se radicaliser s'ils n'ont pas une oreille attentive. Bavure policière, les organisations de défense des droits humains demandent aux forces de l'ordre de se conformer à leur code de déontologie. Pour maître Moustapha Ndoye, les auteurs de ces actes doivent être sanctionnés après enquête. Et enfin, Sénégal-Colombie ce jeudi, Aliou Cissé rassure ses troupes et le 12e Gaïndé. Le sélectionneur national affirme que l'équipe est confiante et motivée. Le cas Keita Diao-Baldé, la stratégie à mettre en œuvre pour se qualifier en 8e de finale, tous ces points ont été abordés face à la presse. Nous y reviendrons plus amplement avec Sambou Biagui. Baccalauréat 2018, plus de 157 000 candidats vont composer sur toute l'étendue du territoire. Ils sont répartis dans 415 centres. Annonce du directeur de l'Office du bac. Sosengaï met en avant une batterie de mesures pour sécuriser les examens. Il précise qu'il est strictement interdit cette année aux candidats d'apporter leur téléphone portable dans le centre d'examen. Les précisions de Adjaranyay. Prévu le 17 juillet 2018, l'organisation du baccalauréat est presque achevée. Pour éviter les problèmes de l'année dernière, l'Office du bac a pris des dispositions pour éviter les cas de fraude et de tricherie. La clé était confiée au chef de centre. Et donc quand les gens arrivaient, c'est le chef de centre qui sortait, mais la clé était scellée, c'était dans une enveloppe scellée. Il sortait l'enveloppe, il donnait, les présidents de jury réunis, il leur donnait la clé et ils ouvraient la cantine. Alors cette année, la clé va toujours être remise au chef de centre, mais il y a une deuxième clé, c'est-à-dire il y a un deuxième cadenas. Et ce deuxième cadenas-là, c'est le président de jury ou l'un des présidents de jury qui va venir avec. Et donc, tant que les deux ne seront pas réunis, il ne pourra pas être ouvert. L'autre chose, c'est les enveloppes qui ont été ouvertes également, on sait où était la faille pour qu'elles puissent être ouvertes. Et cette faille-là également, on l'a corrigée. Les téléphones portables sont strictement interdits aux candidats, confie le directeur de l'office. 100% des cas de fraude qu'on a constatés au baccalauréat, il y avait le téléphone portable là-dedans. Et donc nous avons dit qu'il faut appliquer la mesure. Nous allons l'appliquer, mais pour l'appliquer, nous allons communiquer. Tout le monde va être au courant de ce qui va être fait, pour que nul n'en ignore et qu'on sache que l'application sera rigoureuse et sans exception. Tout candidat qui sera trouvé en possession d'un téléphone, même si le téléphone n'était pas en marche, même s'il était en panne, s'il n'était pas en état de fonctionnement, le candidat va être exclu du centre. Il va être exclu et il n'aura pas de résultat. Et il va être traduit en conseil de discipline. 515 jurys pour 415 centres en 2018, sécurisation du processus et des diplômes, amélioration de la qualité de l'évaluation, paiement rapide des sommes dues, délivrance rapide des diplômes sont les défis techniques et financiers que l'Office doit relever pour réussir l'organisation. Et ce vendredi, jour d'examen pour les anticipés de philo au lycée John Fitzgerald Kennedy, les candidats sont en plein dans les révisions malgré les nombreuses perturbations notées durant l'année scolaire. Avec la grève des syndicats d'enseignants, les candidats sont confiants. Leurs professeurs leur rappellent que le jour J, on leur demande de synthétiser le sujet et non de restituer ou de réciter en cours les précisions de Mansour Sow. Plus que quelques heures pour les épreuves anticipées de philosophie du baccalauréat 2018.
Ces candidats trouvés au lycée John Fitzgerald Kennedy affirment que malgré les grèves qui ont bouleversé l'année scolaire, ils ont pu boucler leur programme. On n'a pas eu de retard. Nous avions terminé le programme à temps. Nos profs, malgré les grèves, ils ont fini leur programme. On peut dire on est prêt, mais pas à 100% parce que il y a d'autres choses aussi qui manquent. Ces enseignants soumettent actuellement les candidats à des séances de révision et de synthèse pour mieux les outiller. Malgré une année assez mouvementée, ils ont pris toutes leurs dispositions pour ne pas accuser de retard. Nous sommes en fin de programme et autrement dit, nous sommes en révision avec nos élèves. Et aujourd'hui même, nous sommes en synthèse avec l'ensemble de nos élèves de terminale pour mieux les préparer donc à aborder cette philosophie, autrement dit le bac, l'anticipé de philosophie. Non, on est ici présente pour les révisions. Aujourd'hui même, on a une synthèse avec le professeur Swangué pour nous aider à mieux réviser. Ces professeurs ne sont pas du tout inquiétés par ce bouleversement. Ils ont fait le maximum pour permettre aux candidats de faire face aux épreuves. Nous avons pris toutes nos stratégies également pour mieux préparer ces élèves-là, également donc passer à l'essentiel pour mieux donc outiller ces élèves à aborder l'épreuve de philosophie. Ils invitent ainsi les candidats à beaucoup plus de sérénité. Ils précisent aussi que l'épreuve de philosophie est une épreuve de réflexion. Psychologiquement, leur dire c'est vrai qu'un examen ce serait faux de leur faire croire que c'est un jeu comme tous les autres, mais en tout cas on leur demandera, moi je leur demanderai d'évacuer le plus la part de stress, d'être angoissé, de ne pas avoir peur. L'élève doit toujours prendre son temps, de bien lire son devoir, autrement dit l'épreuve, et pour l'aborder à tête reposée. L'examen de philosophie, en tout cas, n'est pas un exercice de récitation ni de restitution, mais de réflexion. Tout est donc fin prêt pour le démarrage des épreuves de philosophie ce vendredi. Les professeurs sont rassurés après avoir pris leurs dispositions pour boucler le programme. Pour les élèves, ils sont assez bien confiants. Les étudiants orientés dans les établissements privés crient leur ras-le-bol. Ils demandent de meilleures conditions d'études et la satisfaction de leurs revendications. Parmi celles-ci, la subvention des frais médicaux par l'État, mais également la modernisation du paiement des bourses avec l'utilisation des cartes GAP, entre autres. Ces étudiants sollicitent également une audience avec le chef de l'État. L'ambassadeur Omar Pène leur demande de privilégier le dialogue. C'était en présence de Abdoulaye Ndiaye. La situation des étudiants orientés dans les établissements privés demeure plus que jamais préoccupante. Seule une audience avec le chef de l'État semble être la solution. Aujourd'hui, on a jugé nécessaire de se retrouver avec notre ambassadeur, M. Omar Pène, parler sur les affaires, comme le cas du renvoi des étudiants pour non-paiement de factures par l'État, parce que c'est des étudiants qui doivent aller faire le BTS. C'est un peu difficile de les voir traîner dans les rues et qu'on s'est rendu compte que pourquoi pas essayer de se mettre en bloc, de s'associer pour faire la solidarité. Des revendications qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, puisque le chanteur Omar Pène, désigné comme ambassadeur, a son mot à dire. Donc je crois que c'est mon devoir, encore une fois, de vous écouter et de transmettre. Comme vous le savez, je ne prends pas de décision. Disons simplement que j'ai fait des propositions, encore une fois, et d'essayer d'apporter le plus de soutien possible à vos revendications. C'est très important parce que je crois que vous avez réagi en homme et en personne, disons simplement, parce qu'il y a des filles avec vous responsables. Dialogue, le mot est lâché. Selon lui, la violence ne saurait être une solution. C'est pourquoi le leader du groupe Super Diamono les invite à la sérénité et la stabilité. C'est dans le dialogue qu'on peut trouver une solution, des solutions, disons. Encore une fois, vous n'avez pas voulu accéder à ce qu'on appelle certaines formes de violence pour pouvoir vous faire entendre. Vous avez préconisé le dialogue, encore une fois. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut saluer. D'autant plus que, à ma présence, le président a reçu certains de vos collègues du public et des propositions ont été faites. Aujourd'hui, le plus important, ce serait encore une fois de
de demander au président de la République de vous recevoir. Une subvention de l'État pour les frais médicaux, trouver des cartes GAP pour moderniser le paiement du bourse, entre autres, sont les principaux points de revendication. Ces étudiants n'écartent pas d'utiliser une autre forme de lutte s'ils n'ont pas d'écho favorable. Je lisais en titre, Andeguessem dément le ministre de la Santé et de l'Action sociale après sa sortie annonçant la satisfaction de tous les points revendicatifs à instance financière de 2014. Balodie Thiam et compagnie soutiennent qu'Abdoulaye Diouf Sarr fait de l'amalgame ou ignore tout simplement le contenu de ces accords. Andeguessem l'appelle à la sérénité et entend poursuivre sa grève de 72 heures. Ses membres menacent d'aller en vitesse supérieure si leurs revendications ne sont pas satisfaites. On en parle avec Elhaj Moussabey. Du régime indemnitaire qu'on semble intégrer dans la plateforme de 2014. C'est une sortie musclée à l'endroit du ministre de la Santé et de l'Action sociale, affirmant la prise en charge correcte de l'ensemble des points de la plateforme revendicative de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé. Andeguessem dément l'autorité et clarifie. Andeguessem lui rappelle que le programme ministère de la Santé, JICA, remonte à novembre 2016 pour 2 ans, 2017 et 2018. Donc, bien postérieur aux accords de 2014. Encore que le ministère de la Santé et de l'Action sociale doit toujours 2 mois impayés. Les 100 millions dédiés aux retraités des collectivités territoriales ne sont pas perçus, tout comme les arriérés de la couverture médicale universelle. Mieux, les difficultés persistent, martèle l'Alliance syndicale. Aucun décret n'est sorti, ni pour les nouveaux corps à créer dans la santé, ni pour la fonction publique territoriale, encore moins les décrets qui réorganisent l'INDSS. Il s'y ajoute que ses propres engagements, à savoir la délivrance de bulletins de salaire aux contractuels, tous ces contractuels n'ont jamais eu de bulletin de salaire. Cependant, Andeguessem ne compte pas se laisser distraire. Elle est plus que jamais déterminée à poursuivre son 8e plan d'action et n'exclut pas d'aller jusqu'à la radicalisation si la lutte l'exige. C'est le boycott de tous les programmes en remettant tous les équipements et la logistique, que ce soit moto, glacière, véhicule, et même s'il le faut thermomètre, du PEV, du PNT, du PNLP. On n'hésitera pas à remettre toute cette logistique, tout cela aux médecins de district, sans oublier la possibilité d'arrêter le service minimum et les urgences. L'organisation a rappelé ses motivations contrairement à ce que croit leur ministre de tutelle. Il s'agit de faire appliquer les accords de 2014 et la matérialisation de l'étude sur les systèmes de rémunération, entre autres points de la plateforme revendicative. À présent, la 31e édition de la Semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation contre les drogues. Le comité interministériel de lutte contre les drogues compte profiter de cette tribune pour se pencher sur la problématique de ces substances dans le pays. Addiction, risque, prise en charge médicale, comment endiguer l'utilisation des drogues dans le pays. Toutes ces questions seront abordées, nous dit Elodie Guillot. Au Sénégal, les drogues les plus consommées sont au nombre de 3, cannabis, cocaïne, héroïne. Un plan national de lutte contre la drogue a été élaboré en 2016. Le plan stratégique comporte 4 axes. Le premier axe, c'est le renforcement du cadre juridique et institutionnel de lutte contre la drogue. Le deuxième, c'est effectivement le renforcement des capacités des acteurs, donc les forces de sécurité, les personnels de prise en charge médicale, mais aussi la société civile. Le troisième axe, c'est la réduction de l'offre et de la demande. Le quatrième axe, c'est l'amélioration de la communication autour du dispositif. Le Sénégal n'échappe pas au trafic de drogue sur la route transatlantique qui relie l'Amérique du Sud à l'Europe, malgré les lois. Humaine et imparfaite, par essence. On pense quand même, pour mieux améliorer le dispositif, à renforcer les pouvoirs des forces de contrôle, surtout lorsqu'ils luttent contre le trafic de drogue. Donc je crois qu'à ce niveau-là aussi, il faut peut-être prendre des initiatives aussi supplémentaires. Améliorer la communication autour de la drogue, réduire l'offre et la demande. Autant d'objectifs qui visent à réduire le trafic illicite et l'usage de drogue au Sénégal d'ici 4 ans.
Santé toujours, 10e congrès de l'association sénégalaise des gynécologues obstétriciens. Ce cadre d'échange est couplé à la 3e édition de la journée franco-sénégalaise de gynécologie obstétrique, occasion pour les différents acteurs de partager leur expérience et de renforcer leurs compétences. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale compte octroyer des bourses aux jeunes médecins afin qu'il y ait plus de spécialistes à l'intérieur du pays. Adja Ndiaye nous en dit plus. La lutte contre la mortalité et morbidité maternelle et néonatale est un sujet transversal et qui concerne tous les domaines d'intervention. Ce 10e congrès est une occasion de partage et de mise à jour sur les différentes avancées dans les domaines cités. C'est une manifestation que nous tenons tous les 2 ans pour permettre de respecter le but de l'association qui est de participer à la promotion de la santé de la femme, de la mère et de l'enfant. Tous les efforts sont en train d'être mis en œuvre pour un plus grand nombre de gynécologues obstétriciens. Il y a aussi que le ministère de la Santé, qui est l'employeur de ces médecins, est aussi en train de tout mettre en œuvre pour assurer une bonne couverture, une bonne répartition donc de ces gynécologues obstétriciens dans tout le pays pour éviter ce qu'on appelle dans notre jargon les zones blanches où il n'y a pas de compétences dont les populations doivent avoir besoin. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale compte ainsi octroyer des bourses de spécialisation aux jeunes médecins sénégalais. Cette rencontre de très haute facture scientifique constitue sans nul doute un jalon très important dans la formation continue des gynécologues et obstétriciens sénégalais. C'est pourquoi elle demeure une priorité pour notre département, le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Au chapitre de la formation, il me plaît de rappeler que l'octroi des bourses de spécialisation en gynéco-obstétrique aux jeunes médecins sénégalais va se renforcer. J'espère qu'ils accepteront d'aller dans les zones difficiles. Fondée en 1988, l'association aide à promouvoir l'excellence dans l'exercice de la sénologie, de la gynécologie et de l'obstétrique. Cette année, l'accent du 10e congrès de l'ASGO, couplé aux 3e journée franco-sénégalais de gynécologie obstétrique, est mis sur les thèmes infertilité, prééclampsie, prématuré, prolapsus génital et cancer gynécologique et mammaire. Un mot d'économie dans ce journal. Comment améliorer l'environnement des affaires au Sénégal sans faciliter les échanges commerciaux? Conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale du commerce, notre pays a lancé le programme des opérateurs économiques agréés. Celui-ci va permettre aux entreprises accréditées d'avoir toutes les informations liées à leurs transactions financières. Plus d'efficacité, gain de temps et plus de revenus, c'est tout ce qui est attendu des EAO. On en parle avec Mohamedou Diallo. Rapidité, transparence et prévisibilité, 3 considérations incontournables dans la facilitation des échanges commerciaux. Le programme des opérateurs économiques agréés en fait une priorité absolue. Une entreprise qui perd moins de temps, une entreprise évidemment qui dépense moins, parce que vous savez bien que les formalités douanières peuvent être souvent dans certains coûts, parce que plus votre conteneur séjourne au port, plus vous avez à payer des frais supplémentaires. Donc en vous permettant d'enlever le conteneur très rapidement, l'administration des douanes permet à l'entreprise justement d'avoir des gains de temps, mais également des gains d'argent. Une réforme qui permet au Sénégal de respecter ses engagements internationaux, simplifier les démarches douanières tout en respectant toutes les règles d'usage, un dilemme qui n'est pas insurmontable. Et pour l'administration des douanes, une plus grande productivité de l'entreprise, c'est plus de matières premières importées, c'est plus de produits semi-finis importés et par conséquent, plus de recettes douanières, justement, devant alimenter le budget de l'État. Aux entreprises et à la douane d'en tirer le maximum de profit. Dans la mesure où elle permet de créer de la richesse, autant pour l'entreprise que pour l'État. Comme l'a dit tout à l'heure, quand on importe plus, on injecte beaucoup plus de ressources à l'État. Ainsi, le programme des opérateurs économiques agréés prend le relais de celui des partenariats privilégiés. Pour en bénéficier, les entreprises doivent être irréprochables et présenter un état financier rassurant.
Autre point évoqué en titre, les bavures policières sont souvent monnaie courante au Sénégal, situation que déplorent les organisations de défense des droits humains. Maître Moustapha Ndoye indique que les forces de l'ordre doivent être sanctionnées si elles sont impliquées dans ce genre d'histoire. Après enquête, le secrétaire général d'Action des droits humains et Amitié estime que les forces de police et de gendarmerie doivent se conformer à leur code de déontologie. Les éclairages de Code Ndiaye. La police et la gendarmerie sont souvent au banc des accusés concernant des cas de torture ou de mort d'homme. L'Action des droits humains et de l'amitié dénonce ces cas de violence. On ne peut pas comprendre, comme je l'ai dit tantôt, que nos hommes de tenue font la fierté de l'Afrique, alors qu'il y a ces cas récurrents, fréquents de bavures, qu'on ne peut pas expliquer. Est-ce qu'il faut revoir la formation? Est-ce qu'il ne faut pas revoir leur manière d'agir? Alors que j'ai expliqué le code de déontologie de la police et de la gendarmerie. De l'avis de ce juriste, le rôle principal de la police est la protection des personnes et leurs biens. La police aujourd'hui donc ne doit pas regarder le citoyen sénégalais comme un ennemi, mais comme quelqu'un à qui elle doit assurer la sécurité. Le citoyen a ce qu'on appelle donc un rempart bien mérité. Et dans ce cadre, il faut quand même rappeler que la police, sa raison d'être ici présentement dans un État, c'est d'assurer bien sûr la sécurité des citoyens, également d'assurer l'ordre social. Pour nos interlocuteurs, les auteurs de ces actes doivent être sanctionnés. Le procureur de la République qui s'est autosaisi de l'affaire et nous l'encourageons et nous le félicitons. Et nous lui disons d'aller jusqu'au bout. Toutes les personnes responsables doivent être édifiées, on doit être traduit en justice, qu'il n'y ait pas d'impunité. On ne peut pas accepter dans un état de droit, à l'instant où nous sommes présentement, des policiers se permettent pour la plupart d'observer des bavures et qu'il y a toujours des enquêtes à chaque fois qui sont classées sans suite. Et ce que la population, pour la plupart, a tendance à déplorer, ce comportement des autorités politiques. À chaque fois, c'est comme si les policiers ou bien les hommes de tenue sont donc au-dessus de la loi. Les bavures policières sont souvent dénoncées par les populations. Nos interlocuteurs pensent que la formation des forces de l'ordre doit être renforcée pour éviter ces bavures. Marché Castor, le collectif Auchan Dégage vient de voir le jour. Les commerçants dénoncent ce qu'ils qualifient de grosses arnaques derrière l'accessibilité des marchandises de Auchan à des prix défiant toute concurrence. Ils révèlent qu'ils ne voient plus de clients dans les marchés. Selon eux, si cette situation perdure, cela va tuer l'économie du pays. Yamakoli était sur place. Les commerçants établis au marché Castor déplorent l'installation des supermarchés Auchan qui sont implantés un peu partout au Sénégal. Selon eux, cette situation les empêche d'avoir des revenus conséquents. On est tous mobilisés pour combattre Auchan, parce qu'Auchan est un phénomène qui est pire que la punaise, pire que la bombe atomique. Il est là pour menacer notre économie. Il est là pour tuer tous les commerçants, pour détenir le monopole de notre économie. Et là, on est déterminé à combattre ce système, le système Auchan. On est décidé à combattre. Une forte mobilisation pour alerter l'opinion a été organisée par ces commerçants. Objectif, combattre ce système qui a un impact négatif sur l'économie du pays. Ils sont venus pour vivre sur notre dos. Nos mamans ont eu par exemple des poulets, etc. Et tout. Ils ont eu les fonds à travers la banque, etc. Ils n'ont pas parvenu à écouler le poulet. Pourquoi? Parce que il y a de fausses informations qui circulent par exemple en disant Auchan ceci, Auchan ça. C'est pas vrai. Du côté de l'agriculture aussi, c'est comme on a dit, où les commerçants sont plus que déterminés. Ces commerçants se disent déterminés à lutter contre cette concurrence qu'ils jugent malsaine. Un comité a été installé pour lutter contre ce phénomène qui commence à prendre de l'ampleur. Il appelle tous les commerçants de se joindre à eux pour sauver l'économie du pays. Il annonce un plan d'action dans les jours à venir.
D'autres qui ne sont pas contents, il s'agit des travailleurs de l'hôtel Baobab de Somone. Ils ont mis leurs menaces à exécution, arborant des brassards rouges. Ils étaient dans la rue pour protester contre la construction d'un immeuble surplombant la piscine de l'établissement par l'homme d'affaires Baratal. Ils sont 405 agents et craignent de perdre leur emploi. Ces agents interpellent les autorités. La correspondance de Mamadou Diop. Les travailleurs de l'hôtel Baobab de la Somone sont très en colère. À l'origine, la construction d'un immeuble qui surplombe la piscine de l'hôtel. Ces derniers accusent l'homme d'affaires Baratal de vouloir chasser leur clientèle. Il y a des conséquences parce que déjà, il y avait des conséquences à la saison. L'hôtel était jusqu'à effectivement arrêter que 10 clients. Pour un hôtel qui a au moins 17 000 clients par mois. À un moment donné, on n'avait que 10 clients à l'hôtel. Quand on a interpellé le gouvernement sénégalais, ils ont demandé effectivement à la DESCOS, avec les autorités locales, de venir sur place. Et donc, ils étaient sur place, elles étaient sur place du moins. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Elles ont donné des ordres et la démolition a été faite. Mais je vous dis, quelques temps après, et c'est la question que je continuerai à me poser, ils sont revenus effectivement pour reprendre les travaux. Arborant des foulards et brassards rouges, ces travailleurs qui ont manifesté leur colère dans les rues de la Somone font savoir que cet immeuble est une véritable menace pour leur travail. Les menaces d'emploi à l'hôtel qu'on a, parce que l'hôtel, quelque part, il y a un manque à gagner. Il y a des tours opératoires qui ont désisté de ne plus amener des clients à l'hôtel parce que tout simplement, il ne peut pas à chaque fois amener 20 personnes et dédommager 6. Et pour obtenir gain de cause, ils comptent se battre jusqu'au bout. Sur le plan politique, les manifestants menacent de voter contre Macky Sall à la prochaine élection présidentielle. Fii daf fi gagné woon ay élection waaye tey jii mer nañu ba futt te bu continuer nii lii bu continuer amu si benn solution élection yi di ñëw day non moom suñuy carte te xam nañu fi nu koy teg loolu dañu koy wax mu leer. Les travailleurs de l'hôtel Baobab ont le soutien des populations de la Somone et les responsables de la CNTS. Tous étaient à leur marche de protestation. La page sport, veille de match entre le Sénégal et la Colombie, Aliou Cissé a tenu à rassurer ses troupes et le peuple sénégalais. Le sélectionneur national affirme que la motivation est là ainsi que la confiance. Il a aussi souligné qu'il a énormément confiance en Keita Diao Baldé. L'attaquant pourrait jouer ce jeudi face à la Colombie. Le défenseur Kalidou Koulibaly assure qu'ils ont bien préparé le match et qu'ils vont soigner leur jeu. La vidéo-assistance, parlons-en, dans cette Coupe du Monde. Pour beaucoup, c'est un couteau à double tranchant. Si certains approuvent son application pour réduire les erreurs, d'autres fustigent cette technologie qui ralentit la fluidité du jeu. Pour le journaliste Moustapha Sadio, l'arbitrage vidéo décrédibilise l'aspect humain du football, tout le contraire de l'arbitre, l'ancien arbitre international Samba Ndiaye. Le point avec Ibrahim Fall. Pour éviter certaines erreurs dans les hautes compétitions, la FIFA a introduit la vidéo-assistance, une expérience appliquée pour la première fois en Coupe du Monde, aucun avantage aux yeux de ce journaliste sportif. Ça décrédibilise un petit peu le football, qui n'est pas forcément un sport tel le basketball ou le tennis, où on peut user un petit peu de la vidéo pour réduire les erreurs. En fait, c'était ça le but. Mais on constate que, par exemple, dans des compétitions comme la Coupe des Confédérations ou encore la Coupe du Monde, qu'il y a toujours autant d'erreurs. Pour cet ancien arbitre international, par ailleurs secrétaire général de la commission des arbitres de Dakar, les avantages de la VAR sont multiples. La vidéo-assistance a beaucoup d'avantages parce que ça permet d'abord la réduction des erreurs des arbitres. Donc comme vous le voyez au niveau de cette Coupe du Monde, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été rectifiées, des pénaltys qui ont été sifflés et qu'ensuite on a rectifié pour voir qu'en réalité il n'y avait pas de faute, ou bien des buts qui ont été marqués et en réalité on a vu que le but est bon et on a accordé. Sur l'aspect humain qui est aujourd'hui enlevé au football, les langues se délient. L'utilisation pose problème. Je parlais tout à l'heure de ralentir un petit peu le jeu. On perd du rythme parce que tout simplement les arbitres ont souvent besoin de 2 à 3 minutes pour aller visionner une action. À un moment donné, on perd la fluidité.